Ne blâmons pas uniquement les Américains. L'Europe de l'Ouest s'est surestimée et a agi seule dans ce conflit. Oui, cette haine des Russes qui a pu être mobilisée ici, pourquoi le Russe arrive donc dans une humiliation, donc aussi que cela ait été possible, que nous ayons oublié notre histoire, que nous ayons oublié les 27 millions de soldats soviétiques qui sont morts en 1941 lors de la campagne Barbarossa. Nous avons décontextualisé le contexte, tout cela n'a pas été raconté. Donc je dirais encore nos pères, nos grands-pères. 27 millions de morts en Union soviétique, cela n'est pas évoqué non plus. Et maintenant, on parle sérieusement de repartir en guerre contre la Russie. Tout cela est absurde, émotionnellement, socialement, économiquement, entre le sabotage des pipelines et les sanctions inefficaces. Nous sommes donc dans une telle dissonance cognitive, coupée de notre histoire, dans un refoulement émotionnel et une sorte d'aveuglement politique. Face à ce qui se passe réellement, on ne peut qu'avoir honte, voilà, et maintenant j'en viens à Zaporijjia. Pourquoi tu connais ça aussi? Quand on a tellement honte qu'on ne peut pas admettre son échec, qu'est-ce qu'on fait alors? La plupart des gens ne savent même pas dire pardon, tu sais, pardon, je me suis trompé. Imaginez, Strack-Zimmermann et Macron doivent maintenant affronter la presse pour communiquer. Les Russes ont gagné cela depuis 1 an et demi. Il y a trop de soldats. On ne voulait plus la guerre. Nous nous sommes trompés. Nous n'avons pas accepté la solution diplomatique en avril 22. Nous sommes tellement honteuses. Nous sommes tellement corresponsables. Et ils devraient agir maintenant, après 3 ans à accuser les Russes. Cela montre qu'il n'y a pas de solution honorable. Il y a une citation de Rimbaud, un jeune poète pendant la Révolution française. Il a dit un jour « Qui ne peut pas construire doit détruire. Celui qui ne peut pas créer doit détruire. Qui ne peut pas construire doit détruire. Celui qui ne sait pas instaurer la paix, qui n'a pas agi pour elle, qui s'est couvert de honte devant l'histoire et la diplomatie, a trahi l'héritage de la civilisation européenne. » Alors, celui qui, pour ainsi dire, je vais dire littéralement, s'en est pris à l'Europe. L'Europe est une femme, après tout. Celui qui a abusé de l'Europe, parce qu'il l'a violée, on peut bien le dire de façon érotisée. Que peut-il faire d'autre que se débattre? La citation de Rimbaud exprime ma honte extrême, au point de vouloir disparaître, sans solution pour sauver la face, ne laissant derrière moi que ruines et cendres. Comme ça, ce sera forcément la faute de Poutine. Comme ça, personne ici ne pourra penser que nous avons peut-être une grande part de responsabilité dans tout ce que j'ai dit. Alors, aujourd'hui, nous parlons dans une situation où Mark Rutte a prononcé une sorte de discours cryptique, qu'on peut interpréter de différentes manières. Oui, donc j'ai spontanément interprété ainsi le secrétaire général de l'OTAN. L'interprétation est encore permise, oui, qu'il s'agit en fait de cette centrale nucléaire de Zaporijjia où les combats continuent. Oui, la question est, une bombe atomique va-t-elle frapper cette centrale nucléaire et provoquer une catastrophe? Tout le monde se souvient de Tchernobyl en 1986, non? Oui, dans ce cas, tu as une catastrophe nucléaire. C'est-à-dire, tu as comme comment ça s'appelait au Japon, Fukushima ou quelque chose comme ça. En principe, une fusion du cœur. Oui, au moment où tu as une fusion du cœur, tu as des mouvements de fuite. Bien sûr, tout le monde doit quitter la région. Oui, voilà. Et la question maintenant, c'est vraiment, et c'est en discussion, donc je ne veux même pas en discuter ici, je ne veux même pas l'admettre, je ne veux pas non plus être dystopique. On peut regarder les vidéos de Patrick Barbe, Scott Ritter, Glenn Dizon, etc. Cela veut dire la question de savoir si l'Union européenne pousse son nihilisme au point d'envisager maintenant une escalade nucléaire. Cela a même été abordé, oui, donc cela a effectivement été dit ouvertement. Cela vient bien sûr aussi du fait que nous, de façon analogue, donc ni militairement ni nucléairement, nous n'arrivons à rien. Nous n'avons pas de chars, rien ne marche. À la Bundeswehr, tout est rouillé et il manque des soldats. Oui, cela veut dire qu'en termes de commandement militaire classique, nous ne pouvons rien faire, nous ne pourrions agir que de manière nucléaire. Dire « De toute façon, l'Occident doit gagner », c'était ce discours sur la paix par la victoire, oui. Et donc, je dirais que le plus grand danger en ce moment, c'est la psychologie qui consiste à dire que l'Occident, l'aveu que nous avons perdu, notre arrogance et notre suffisance impitoyable nous retombent dessus. L'orgueil précède la chute. Et maintenant, juste avant Noël, nous n'arrivons à le dire à personne. Oui, et c'est pourquoi je suis vraiment très inquiète, parce qu'il y a d'un côté cette possibilité d'escalade nucléaire autour de Zaporijjia et de l'autre,
cette confiscation des avoirs russes. Donc, ce conflit se déroule pendant que nous parlons. Oui, il y a vraiment de la pression derrière tout ça et il faut vraiment en prendre conscience. Nous envisageons de confisquer 200 milliards d'euros d'avoirs russes dans une banque de compensation en Belgique. Cela viole non seulement le droit international, mais aussi le principe de neutralité, notamment suisse. En Europe, les avoirs sont sûrs. Maintenant, imagine que cela soit confisqué. Et imagine, le lendemain, les Chinois retirent toute leur fortune d'Europe. Donc, si je voulais débrancher l'Europe, je dirais, chère Madame von der Leyen, confisquez donc les avoirs russes. Oui, je parierais que tous les pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud sont solidaires avec la Russie. Alors, tous les pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui représentent la moitié de la population mondiale, retireraient leurs avoirs d'Europe. L'Europe s'effondrerait comme un château de cartes. Et le fait que cela soit présenté de manière analytique et objective, mais que personne ne semble vouloir en parler, que cela n'apparaisse pas dans les actualités, que ce ne soit pas discuté. Nous sommes frappés par l'aveuglement et l'arrogance, moi y compris. Je pourrais en pleurer, oui. Vous avez mentionné à certains endroits Friedrich Merz, le chancelier fédéral le plus impopulaire depuis la guerre. Angela Merkel l'a écarté pendant 16 ans, sachant sûrement qu'il n'était pas fiable. Est-ce vraiment uniquement à cause de ses liens avec BlackRock ou d'où vient ce comportement moralement très douteux? Je pense qu'Angela Merkel l'a tenu à l'écart parce qu'elle le considérait comme complètement incompétent. C'est l'une des rares décisions d'Angela Merkel que je pourrais approuver. Elle avait ses raisons. Il a toujours été un type génial qui, oui, pensait au fond qu'il n'était pas vraiment apprécié à sa juste valeur. Ensuite, il a entretenu ses liens avec BlackRock pendant de nombreuses années. Il était président du conseil de surveillance de BlackRock Europe, BlackRock, et Larry Fink, le patron et copropriétaire de BlackRock, l'a rendu riche au-delà de ses rêves les plus fous. Oui, car il est totalement exclu qu'il ait pu amasser cette fortune en tant qu'avocat ou conseiller, d'une manière ou d'une autre. Oui, et bien sûr, il est évident qu'au final, il ne possède pas la compétence économique nécessaire. Pour justifier ce poste, il n'est même pas capable de lire un bilan bancaire. S'il savait lire un bilan bancaire, il saurait que Il a affirmé que les comptes d'épargne des Allemands, que cet argent était de l'argent qui traînait et qu'il fallait l'activer pour des investissements. S'il savait lire un bilan bancaire, il saurait que les comptes d'épargne des Allemands, les Allemands ont accordé des prêts aux banques qui les ont ensuite distribués en crédits aux propriétaires, entreprises, à l'État, etc. Cet argent est déjà investi, je ne peux pas le réutiliser. Cela veut dire que cet argent ne reste pas inutilisé, mais qu'il a simplement transité par les comptes d'épargne vers le marché des capitaux afin d'y être utilisé pour des investissements. Apparemment, M. Merz ne le sait pas, sinon il ne dirait pas de telles absurdités. Et cela signifie donc un savoir-faire économique. Et ce n'est sûrement pas ses connaissances qui lui ont permis d'obtenir ce poste. Alors qu'est-ce qui lui a permis d'obtenir ce poste? Bien sûr, exactement ce que BlackRock voulait. BlackRock s'est fabriqué son propre chancelier. Oui, c'est une pure histoire de lobbying. Oui, il leur appartient, il a été avec eux si longtemps. Oui, un simple appel de Larry Fink suffirait à annuler toute décision du chancelier qui ne lui conviendrait pas. Et cela arrive probablement régulièrement, oui, et cela explique aussi son comportement. Bien sûr, on pourrait penser que BlackRock, en tant qu'entreprise, aurait intérêt à la croissance économique. Ce n'est que dans une économie en croissance que l'on peut faire de bonnes affaires, du moins si l'on a un modèle économique décent. Mais BlackRock ne fonctionne pas ainsi dans une large mesure, et les fonds vautours ne fonctionnent pas ainsi non plus dans une large mesure. Mais ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a ruiné un pays comme on est en train de ruiner l'Allemagne actuellement, alors une crise à la grecque éclate, c'est-à-dire ce que les Grecs ont vécu entre 2010 et 2015. Que se passe-t-il lorsqu'une crise à la grecque survient? Alors on fait des économies à tout prix, bien sûr, parce qu'il n'y a plus d'autre choix, et on privatise à tout prix. Et l'Allemagne possède probablement les plus grands actifs publics de la planète. J'estime qu'il doit s'agir d'environ 3 000 milliards d'euros en ce qui concerne les routes, les infrastructures, participation, caisse d'épargne, banque régionale, aéroports, ports.
fournisseurs d'énergie, services municipaux, gestion des déchets, tout ce qui existe. Si on privatise tout cela, on obtient facilement 3 000 milliards, voire plus. Et j'étais en 2015 en Grèce, et là-bas, à l'époque aussi, je peux en parler maintenant. Comme cela avait déjà été rapporté dans la Tanea, l'un des principaux quotidiens grecs, j'ai conseillé le gouvernement. Et ce qu'on a vécu là-bas, c'était ce qu'on appelle maintenant la privatisation à l'ukrainienne. Donc on a mis la Grèce sous une telle pression qu'elle a dû brader son patrimoine national. Cela signifie qu'il n'y a pas eu de processus de privatisation ordonné, dans lequel la valeur des biens serait effectivement retournée dans le budget de l'État afin de rembourser les dettes et d'alléger la charge des citoyens. Au contraire, tout a été bradé à une fraction, à une infime fraction de la véritable valeur. Et cela n'est possible que si la crise est si grave que fondamentalement des contrôles des mouvements de capitaux peuvent déjà être instaurés. Et c'est ce qui s'est passé en Grèce. On ne pouvait pas retirer plus de 60 € au distributeur automatique, ce n'était pas possible. Oui, et le résultat a été une privatisation ukrainienne, où bien sûr l'oligarchie est arrivée et a racheté toutes les belles choses pour une bouchée de pain. C'est-à-dire que c'est ainsi que se forment des fortunes de plusieurs milliards chez l'oligarchie et qu'elles s'accroissent. On parle de privatisation ukrainienne car l'Ukraine, pays très corrompu, a appliqué ce modèle. Le pays appartient toujours aux oligarques. Et c'est exactement ce qu'on prévoit pour l'Allemagne, ruiner l'Allemagne au point qu'elle soit obligée de brader toute sa richesse et d'enrichir quelques ultra-riches, encore plus riches qu'ils ne le sont déjà. Et BlackRock est tout simplement un point névralgique du système financier oligarchique. Et alors, nous savons quels sont les intérêts que notre chancelier défend. C'est mon avis personnel, car je ne vois pas d'autre explication, il défend les intérêts de BlackRock. Que supposez-vous? Est-ce une fortune de 5 à 10 millions, ou plutôt 25 à 30 millions, puisque vous avez dit que Larry Fink a fait de lui un homme riche? Qu'est-ce qui est spéculé à ce sujet? Difficile à dire, mais je peux vous dire combien coûte son avion qu'il s'offre. Rien que l'entretien coûte entre 50 et 100 000 € par an. C'est un bel avion. Je pense que quiconque a bâti sa fortune par son travail la mérite. C'est pourquoi je suis contre l'impôt sur les successions. Mais je me demande dans quelle dépendance notre chancelier s'est engagé lorsque BlackRock l'a rendu riche. Je ne peux pas vous dire s'il y en a 10, 20 ou 100, je ne le sais pas, mais je peux vous dire que cela doit être considérable. Car à coup sûr, une personne normale ne dépense pas 10 ou 20% de sa fortune pour un avion. C'est plutôt improbable. L'avion coûte près d'1 million à l'achat. Votre raisonnement m'a semblé vraiment génial et pertinent. Pourquoi ce pays est en quelque sorte mis à mal? Parce que bien sûr, ces vautours veulent simplement rendre les oligarques encore plus riches à la fin. Et cet exemple avec la Grèce, ça m'a vraiment donné la chair de poule aussi. C'est une sacrée dystopie pour ce magnifique pays qu'est l'Allemagne. Si ça finit vraiment par arriver, allons un peu plus loin. Donald Trump laisse la Russie agir à sa guise en Ukraine, tandis que l'Europe demeure passive. L'Union européenne frôle l'effondrement financier. Quel domino tombera en premier? L'Allemagne, l'Italie ou la France? Que se passe-t-il? Je pense que ce sera la France. L'Italie se prépare déjà intensément à l'effondrement. Le signe le plus infaillible en est que la première ministre Meloni place les réserves d'or italiennes sous le contrôle du gouvernement. Physiquement donc. Il est vrai qu'elles appartiennent à la Banque d'Italie et que la Banque d'Italie appartient de toute façon aussi au gouvernement, mais cela ne rassure pas Meloni. Que la Banque d'Italie, en tant que membre de la Banque centrale européenne, pourrait éventuellement remettre cet or à la Banque centrale européenne et qu'il pourrait alors être éventuellement mis en gage, perdu ou autre chose. Alors, elle prend maintenant ce trésor d'or, qui pèse tout de même près de 2500 tonnes, l'un des plus grands trésors d'or de la planète, et le place sous contrôle de l'État. Cela ne s'explique que si elle part du principe que c'est nécessaire et judicieux de le faire. Et pourquoi est-ce nécessaire et judicieux de le faire? Parce qu'on peut craindre qu'en temps de grande crise, l'oligarchie veuille aussi s'emparer de notre or, et qu'il soit alors mis en gage sur les marchés financiers internationaux et qu'il disparaisse ensuite. Et je ne peux en fait que conseiller à la Bundesbank de bien surveiller ce qu'elle fait avec son or. Cela représente 3400 tonnes, soit près de 1000 de plus que l'Italie, et juste en passant, la valeur actuelle de ce trésor d'or italien sur le marché est d'environ 300 milliards d'euros. Oui, 300 milliards d'euros.
Et si le prix de l'or continue d'exploser comme il l'a fait ces dernières années, alors cela pourrait bientôt atteindre 600 milliards. Oui, cela veut donc dire que l'Italie se prépare. L'Italie, d'ailleurs, a également été récemment rehaussée grâce à sa politique budgétaire plus prudente, par rapport à l'Allemagne et à la France. Par les agences de notation, donc sa note a été améliorée. Mais celui visé par les agences de notation et les marchés, car il est surendetté et incapable d'économiser. C'est surtout la France, et je suppose que la France sera le premier domino à tomber, et qu'en ce moment, cela est encore retenu. Du fait que la Banque centrale européenne, chaque fois qu'il y a ne serait-ce qu'une étincelle de problème sur les marchés obligataires en France, elle intervient immédiatement. Il y a 8 semaines, la Banque centrale européenne a mené sa plus grande intervention depuis 2020 en une semaine, à savoir 140 milliards. Chaque semaine, on peut consulter les données pour voir comment le bilan de la Banque centrale européenne évolue. Et il y a eu une semaine où la Banque centrale européenne, le bilan a augmenté de 140 milliards. Cela signifie qu'elle a certainement effectué des opérations de marché et acheté des obligations. Et à votre avis, quelles obligations a-t-elle bien pu acheter? Oui, elles venaient probablement du Luxembourg, oui, et bien sûr, celles de la France. Donc la France a atteint avec sa dette un niveau comparable à celui des candidats moyens au sauvetage européen. En 2010, au début de la crise de l'euro, la dette atteignait 115% du produit intérieur brut. La France en est aussi là aujourd'hui. À l'époque, quand ça a explosé en 2010, la France était encore autour de 75-80%, et depuis, ça n'a fait que croître. Oui, on a toujours dépensé plus d'argent qu'on en avait, et même par rapport au produit national brut, on a dépensé plus d'argent qu'on en avait. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que la France est le candidat au sauvetage, d'autant plus qu'elle est politiquement paralysée, qu'elle est paralysée. Elle ne peut pas prendre de décision pour faire de vraies économies. Arrivé à ce point, il s'agit de déterminer la taille du plan de sauvetage pour la France et l'ensemble. La taille moyenne des plans de sauvetage lors de la première vague, de 2010 à 2015, était de 44% du produit national brut. Cela signifie que, par exemple, la Grèce avait un produit national brut de 270 milliards, et sur ce montant, 44%. Seule la Grèce avait plus, mais en moyenne, c'était 44%. Si nous regardons, tous les pays candidats au sauvetage à l'époque avaient ensemble un produit national brut d'environ 800 milliards. La France a un produit national brut de 3 300 milliards. Si 44% exigent un plan de sauvetage, cela promet d'être amusant. Là, on parle en effet de bien plus d'1 billion, donc 1300, 1400, 1500 milliards, quelque chose comme ça, cette catégorie de poids. Et qui va payer pour ça? Les Italiens ne le feront pas. Ils ne peuvent pas. Les Français sont justement les candidats au sauvetage. Ils ne peuvent pas non plus. Les Espagnols ne le feront certainement pas, car eux aussi ont plus de 100% de dette. Il ne reste donc que l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas. Ces deux derniers ne sont pas très grands. Cela veut dire que 80% de la facture ira à Berlin, et bien sûr pas à Berlin au final, mais aux contribuables allemands. Ainsi, avec le programme d'endettement de notre chancelier BlackRock, la dette allemande atteint 132% du produit intérieur brut, soit 17% de plus que la France aujourd'hui. J'ai fait le calcul et c'est alors la fin. Il ne s'agit que de ça, je veux être vu, je veux faire quelque chose où je peux sauver le monde pour que ma vie ait un sens. Parce que mes parents ne me voient pas et toute personne qui ne partage pas mon idéologie est bizarre. Le communisme et le socialisme ont échoué car ils ont voulu créer un homme nouveau pour instaurer la justice parfaite. La nature nous a dotés de différents karmas, je ne connais pas le pluriel, et nous devons accepter que les choses soient différentes. Et ce que nous appelons la morale, c'est une question de goût politique, parce que nous n'avons pas d'instinct, donc nous devons supporter certaines choses. Et quand on essaye de tout rendre égal, on cause souvent plus de tort. Ce qui ne veut pas dire que la nourriture sur cette planète n'est pas organisée de manière équitable, mais ce manque est en fait organisé. Et ensuite, on s'inquiète pour des gens quelque part en dehors de notre pays pour qu'ils aient assez à manger. Mais en même temps, les femmes dans l'ex-République démocratique allemande sont toujours aussi mal payées. Ces facteurs t'incitent à te concentrer sur l'inchangeable, te distrayant de ce que tu pourrais réellement influencer. Voilà le vrai problème. Les gens de gauche et les Verts n'ont pas compris cela car ces organisations leur donnent une mission. Lars Klingbeil en est un exemple avec sa carrière fulgurante. Salle d'accouchement, amphithéâtre, salle plénière. Il n'y a pas d'autre expérience de vie. Et maintenant, il peut enfin briller, oui, simplement par sa présence.
Il ne sait rien faire d'autre. Et maintenant, il peut. Il n'a aucune idée de l'argent de poche. Mais il peut maintenant gérer le plus grand budget. Maintenant, il est important. Il regarde aussi comment il passe au journal télévisé et sa mère dit « tu es devenu quelqu'un » et ainsi de suite. Et c'est là où je me demande, quelle est la motivation derrière tout ça? Ces systèmes sont des aimants pour des personnes qui ne pourraient être embauchées nulle part ailleurs. Une Heidi Reichneck, qu'est-ce qu'elle pourrait faire si elle était caissière chez Aldi? Elle taperait tout le temps le mauvais code produit, il la mettrait dehors. Ce sont des sous-performants qui font aussi des vidéos de danse amusantes et qui sont à des années-lumière du sérieux. Et ce qu'ils expriment, c'est « je ne suis pas adulte, mais maintenant vous devez me voir ». D'ailleurs, c'était aussi le cas de Ricarda Lang. Enfin, je ne peux plus être ignoré. C'est aussi le cas de Madame von der Leyen, cette femme qui tente de parler allemand ou anglais à l'Organisation des Nations Unies à New York, peu importe. Vous ne pouvez plus m'ignorer. Cette obsession de la faisabilité dans le groupe, où on m'encourageait sans cesse, « tu peux y arriver, mets-y tout ton cœur, mais il faudrait que quelqu'un leur dise la vérité un jour. » Tu es totalement dépourvu de talent, donc ce que tu fais ou crois savoir faire, tu ne sais même pas le faire. Oui, moi je vis mon talent, j'ai une puce linguistique bien développée. Je ne devrais pas jouer de la guitare, ce n'est pas une bonne idée. Maintenant, je veux fonder un groupe et tout le monde devrait écouter le concert, sinon c'est du racisme. Je ne suis pas Jimi Hendrix, mais je veux quand même le faire. Cette obsession de la faisabilité idéologique finit par nous donner une liberté censée seulement nous embrouiller. On dit aussi cela à un enfant de 5 ans déjà abreuvé de dessins animés. Si tu n'es pas tout à fait sûr d'être un garçon ou une fille, question qu'il ne s'est jamais posée, alors tu peux maintenant prendre un bloqueur de puberté. Présenté comme la liberté, c'est fou, et on revient à notre système. Notre véritable système est en fait un système dual. Il y a ici le bien et le mal. Il y a une offre, tu dois aussi pouvoir être égaré, afin que tu puisses vraiment faire le bon choix. C'est une métaphore. Toute la vie est une métaphore. Et c'est l'offre du mal, la confusion totale, la possibilité d'être n'importe quoi. Je vois souvent dans cette ville des gens qui se déplacent et se promènent déguisés en renards, vraiment déguisés en renards, bien sûr, ils ont des troubles du comportement. Si on dit « excuse-moi, qu'est-ce que tu fais là ?» on manque déjà de tolérance. Je me suis dit, si c'est un renard, je deviendrai chasseur. C'est l'idiocratie, c'est un niveau de crétinisation. Si on veut vraiment savoir ce qui se passe ici, il suffit de regarder. L'idiocratie ou la vie de Brian, donc ce truc de vouloir choisir d'être femme ou homme, tu ne peux pas choisir ça, c'est donné par Dieu. C'est ça, laisse-moi juste une seconde. Dernière phrase, je veux que vous m'appeliez Loretta. On connaît déjà tout ça et donc c'est aussi drôle. C'est vraiment marrant quand on regarde derrière tout ça. Mais le système scolaire, le système politique et tous ces systèmes-là dehors, tu ne peux pas les combattre. Ça t'endort? Non, non. Ça t'endort parfaitement avec cette sécurité supposée, c'est si complexe et tant de gens en profitent dehors. Ça vise à écarter la responsabilité individuelle, c'est l'objectif. Par ailleurs, les politiciens savaient que parler de responsabilité individuelle était presque tabou en 2021. Les politiciens le savent et exploitent la peur, car ces conditionnements que tu évoquais sont profondément ancrés en nous. Si je répète responsabilité individuelle 50 fois dans le programme électoral, je te rends une part de ton impuissance, ou du moins, je t'en donne l'illusion. C'est pour ça que toutes les personnes y croient. C'est aussi pour ça que c'était le mot tabou. Mais tu ne peux pas simplement actionner l'interrupteur comme ça. Cette politique de diversion du système est tellement perfide que, individuellement, tu ne peux rien y faire. À moins que tu sois vraiment extrêmement cultivé, que tu aies une biographie incroyable, que tu te sois vraiment plongé à fond dans le sujet. Là, tu planes sur un autre niveau. Mais la plupart des gens sont d'abord prisonniers de l'ici et maintenant. C'est pourquoi la crise est bonne. La crise est utile pour se rendre compte que quelque chose ne va pas. Et c'est pour ça que le coronavirus a été bénéfique. Nous avons tous changé d'amis pendant le coronavirus. Ceux qui restent sont nos amis, les autres non, car ils ne peuvent plus être avec nous, ce qui est positif. Je ne veux pas revivre ça, mais je ne voudrais pas non plus manquer cette expérience. Parce que maintenant, je me rends compte, on est vite mis à l'écart quand on ne fait pas quelque chose. Je devrais me faire vacciner alors que cela n'a pas aidé celui qui l'a fait. Je ne comprends pas, c'est absurde. On se fait vacciner pour se moquer des non-vaccinés, mais maintenant, seuls ceux qui se font vacciner sont solidaires, les autres non. Tu peux me contaminer, c'est la fin, je ne comprends plus. Mais même les institutions qui représentaient jusque-là une certaine stabilité, comme l'Église, se sont affichées avec des drapeaux arc-en-ciel et ont déclaré que se faire vacciner, c'est de l'amour. Je me suis dit, si le Nazaréen avait fait pareil, il aurait dit « Pardon, c'est moi, je viens de Nazareth ». On ne peut s'embrasser que si vous êtes vacciné. Il n'aurait jamais fait ça, il se serait plutôt réuni avec la soi-disant racaille.
Quant à moi, je ne fais partie d'aucune religion organisée, mais je me considère comme un chrétien underground. Donc, avant que le coq ne chante, je ne l'aurais pas renié 3 fois, et je dirais, je le connais et je me fiche de ce qu'ils veulent de moi. Je reste vraiment ferme sur mes arguments. Pour moi, il s'agit simplement du fait que je suis mauvais pour être lâche, je n'y arrive pas, et je ne suis pas bon non plus pour ramper, je suis mauvais pour ça. À Berlin aussi, il y a des crottes de chiens partout, mais je ne peux pas ramper, ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas vivre ainsi. On me dit que je ne peux pas participer, mais ces gens ne m'auraient pas laissé faire de toute façon. Je ne m'intéresse pas au courant dominant, c'est trop pour moi. Je ne regarde pas les émissions de cuisine sur Zweitdeutsche Fernsehen, même si elles sont sûrement bien faites, je préfère cuisiner moi-même. Oui, et c'est notre système économique et c'est notre système politique, c'est la démocratie McDonald's. Tu dois aller chez McDonald's et tu peux y manger, si tu veux, des semaines italiennes. Mais ce n'est pas l'Italie. Tu n'as aucun contact et aucun contrôle sur le camion qui arrive derrière toi. Et si tout le monde faisait ça, le pays serait complètement différent si tout le monde faisait ça. Mais alors tu prends le risque de peut-être faire des erreurs. Et on pourrait te montrer du doigt parce que tu fais des erreurs. Tu ne fais plus d'erreurs depuis si longtemps que tu es resté sur place. Tu as fait tes premières erreurs les plus importantes dans tes premières années. Tu as appris à marcher, combien d'erreurs, tu es tombé par terre, tu as appris à parler, combien de fois tu t'es trompé en parlant. Et puis, d'une certaine manière, on a dit, voilà, ça suffit maintenant pour une ère industrielle qui se termine maintenant avec l'intelligence artificielle. Et à partir de maintenant, tu fais ce qu'on attend de toi pour que tu sois à l'abri des erreurs, donc en sécurité, pour apprendre de nouvelles choses. Et 90% de nos actions sont dictées uniquement par la peur, qui découle de la façon dont les autres nous jugent. Idéologiquement, nous sommes toujours en mode duck face, cette auto-optimisation nous stresse constamment. Ainsi, nous n'avons pas de métier de vocation, mais des jobs que nous voulons changer, non pour mieux, mais pour gagner plus et profiter davantage de la vie le week-end. Je dois rester joignable à la maison bien que je parle d'équilibre vie pro-vie privée. Ce n'est pas vrai. On nous tient en haleine sans informer, toutes ces absurdités sont trop ridicules pour que j'y participe. C'est un test d'intelligence que je réussis, donc je tombe en disgrâce. Auprès de qui? Auprès des suiveurs? Simplement auprès des suiveurs. En tant que représentant des médias, je n'ai jamais voulu uniformiser les gens, mais les informer. Vous êtes des citoyens, pas des sujets. Et ce que je veux vraiment, c'est aussi comme ça que je conçois ma soirée quand je suis en tournée. Je veux me rendre superflu. Merci, je peux le faire seul. Comme moniteur de ski, tu veux que les gens deviennent autonomes, pas qu'ils restent toujours en cours. Un moniteur qui garde les élèves dépendants ressemble à l'industrie pharmaceutique. Il ne veut pas ta santé, car une personne saine n'est pas cliente. En politique aussi, nous restons des clients de l'idéologie, mais je n'en ai pas besoin. Ce qui m'importe est plus ancien et stable, comme « tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Cela me suffit. Je n'ai pas besoin de vérificateur de faits. Désolé, je n'en ai pas besoin, voilà, je n'ai pas besoin de ça. Et donc, les hauts responsables politiques ne m'intéressent pas non plus en tant que personnalité dirigeante, reconnue par l'État. Ce qui m'intéresse, ce sont les personnes qui sont devenues des leaders par leur vie, mais pas par des déclarations. Et ceux qui ont existé dans la vie réelle, à l'époque, n'ont jamais été appréciés par le gouvernement de leur temps. Et puis, bien sûr, la deuxième chose serait d'arrêter de râler sur tout ce qui se passe dehors. Je ne peux m'énerver que contre ce que je peux changer. Et nous avions déjà dit que la seule chose que tu peux changer, c'est toi-même. Avec tes idées, tes convictions, tu peux en quelque sorte faire une séance critique. La vraie question est, est-ce que je m'aime et suis-je en paix avec moi-même et heureux? Alors, est-ce que je peux ressentir, est-ce que je peux sentir si ces besoins profonds que j'ai, avec la façon dont je mène ma vie actuellement, sont satisfaits, ou bien est-ce que je reste quelqu'un dans le besoin? Et alors, je fais à nouveau partie du groupe de ceux qui veulent obtenir quelque chose. Et alors, il faudra que j'essaie enfin de satisfaire ces besoins inassouvis, et pour cela, je dois m'en occuper d'une manière ou d'une autre, je dois essayer de les trouver. Ils sont profondément enfouis. Prenons donc un besoin que chaque être humain a probablement, la joie de vivre. Chez certains, c'est enfoui très profondément. La joie de découvrir en fait aussi partie le plaisir de créer. Ou on peut le rendre concret, cette joie de danser, de chanter. Tout cela a complètement disparu chez beaucoup de gens, c'est comme si c'était muré à l'intérieur. Mais en quelque sorte, en tant que réseau dans le cerveau, c'est encore là.
mais on n'y a pas accès parce que c'est inhibé. Et alors, on peut essayer de rétablir le contact avec cette partie-là. Et pour cela, il faudrait prendre un peu de temps et se demander où sont ces besoins, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce qui me ferait vraiment du bien. Ensuite, ton fort intérieur, ton moi authentique et ta voix intérieure te disent ce qui serait vraiment bon pour toi, ce qui te ferait du bien. Et alors, bon sang, fais-le. Tu n'as pas besoin de tout bouleverser ni de quitter tout ce que tu as actuellement. Il s'agit simplement de toi. Et tu peux aussi vivre dans une relation terrible. Si tu fais en sorte que tu ailles bien, il est même possible que la relation guérisse à nouveau. Tu peux, dans un lieu de travail horrible, où tu n'as que des idiots comme collègues, faire en sorte que tu ailles bien. Les collègues peuvent disparaître non pas en partant, mais en changeant soudainement. Tu es capable partout d'apporter un nouvel esprit, un nouveau sentiment et une nouvelle sensation dans le monde. Mais pas tant que tu es quelqu'un qui veut toujours obtenir quelque chose des autres, et c'est ce que tu es tant que tu restes dans le besoin, et tu resteras dans le besoin tant que tu n'auras pas écouté et ressenti en toi-même quels sont les besoins qui existent peut-être là, que tu as en fait réprimés toute ta vie. Et c'est pourquoi, comme on le dit en psychologie, tu t'es aliéné de toi-même, tu es devenu étranger à toi-même. Tu ne fais plus que fonctionner, mais tu ne vis plus. Et c'est pour cela que c'est aussi ce point-là. Et quand on parvient alors à se libérer de ces complications, c'est un tel soulagement. Je le sais moi-même grâce aux nombreuses conversations que j'ai eues avec des personnes qui y sont parvenues. C'est ressenti comme tellement libérateur et tellement heureux qu'ils disent ensuite « Et là d'où je viens maintenant, dans cette prison de mes propres idées, je n'y retournerai jamais. » Cela veut dire que c'est durable, tu n'as pas besoin de 20 000 séances de thérapie, tu n'en as même pas besoin de 15. Si cela arrive une fois que quelqu'un dise « Oh, maintenant j'ai de nouveau ressenti ce contact avec moi-même », c'est parfois aussi très intense, ils commencent alors à pleurer et ils tombent à genoux parce que c'est soudainement si fort. Mais s'ils persévèrent ensuite et disent « Je ne veux plus lâcher ça, c'est trop précieux pour moi », alors c'est une nouvelle vie qui commence. On l'appelle aussi ainsi. Je suis né de nouveau. Oui, c'est vraiment la seconde naissance, c'est cette divinité que tu ressens soudainement à nouveau en toi. Donc si tu me proposais maintenant, par exemple, un salaire 10 fois supérieur à ce que je gagnais avant, je ne retournerai jamais à mon métier d'assureur ou d'enseignant, mais tu évoques justement cette aliénation, ou plutôt la captivité. Maintenant, il y a un nouveau catalyseur qui arrive, que les générations précédentes n'avaient pas. Je parle de l'intelligence artificielle qui va accentuer l'aliénation de soi. Parfois, j'ai un étrange sentiment face à l'évolution à venir. Nous parlons de croissance exponentielle. Lorsque le fondateur de ChatGPT dit « Tout cela progresse de 300% chaque année ». Est-ce que cette année, c'est un facteur de 4 et dans 5 ans, un facteur de 1056 ? On arrive déjà au Great Reset, à 2030, à la singularité ou autre chose. Nous allons probablement bouleverser notre humanité d'une façon ou d'une autre. Tu ne peux pas comparer ça avec un marteau et un burin ou avec les anciens téléphones Nokia où on changeait un bouton tous les 5 ans. C'est vraiment une toute nouvelle force qui arrive. Tous les gens le ressentent aussi. Ils sentent que ce que nous considérions jusqu'à présent comme le cœur de notre humanité, que cela, soudainement, et ce sont ces capacités cognitives. Soudainement, ces machines les accomplissent mieux que nous. Je viens d'une époque où l'on se demandait « Qu'est-ce qui nous distingue des animaux ?» Cela a demandé des efforts, mais finalement nous avons dit « C'est dans ces capacités cognitives et aussi dans la capacité de prendre conscience de quelque chose. » Et puis nous étions contents d'avoir cela. Ces capacités cognitives nous distinguent des animaux. Nous avons désormais créé des machines aux capacités cognitives supérieures aux nôtres. Ça va continuer, elles font tout mieux que nous. On pourrait le dire très simplement, tout ce que je fais en ce moment et que je peux écrire de façon à te l'expliquer pour que tu puisses aussi le faire, une machine peut aussi le faire. Tu peux désormais examiner les métiers restants et dire « Non, seul lui peut le faire car ça ne s'écrit pas ». Mon exemple, c'est toujours celui qui se promène là-bas comme jardinier avec un souffleur de feuilles et tout cela peut être écrit. À la fin, tu peux aussi retirer le tube, ce qu'une machine peut faire avec les feuilles et le reste.
Mais le jardinier qui aime ses roses, qui y va tous les jours et regarde ce qui leur manque, et qui peut-être même leur parle et s'occupe de ces roses, celui-là ne pourra jamais être remplacé par une machine dans ce monde. C'est maintenant la belle image. Cela veut dire que nous perdons tout cela, les tâches qui, en fait, nous empêchent de tomber amoureux de ce que nous faisons. Je vais volontairement inverser la situation car je n'aime pas toutes ces lamentations. Nous ne méritons pas mieux, nous sommes devenus mégalomanes. Nous avons cru que nos capacités cognitives suffiraient à résoudre tous les problèmes de ce monde. Et nous devons maintenant de toute façon admettre nous-mêmes que c'était une illusion que nous avons entretenue depuis l'époque des Lumières. Et qu'en fin de compte, avec nos capacités cognitives, nous avons créé tout autant de problèmes qui n'existaient même pas auparavant. Ça veut dire que c'est génial si tout cela disparaît d'abord et que ces machines peuvent aussi mieux calculer quelles conséquences une action particulière aura dans l'ensemble du système. Nous n'avons pas réussi à avoir une vue d'ensemble, nous étions apparemment trop stupides. Sinon, il n'y aurait pas autant de déchets plastiques. J'ai aussi lu que la morue de la mer Baltique disparaît à cause de la surpêche. Il ne faut vraiment pas avoir toute sa tête, qu'on puisse poursuivre un poisson à ce point jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun à la fin. Et ce n'est qu'un exemple. En fait, nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis avec beaucoup de courage, et c'est le signe d'une sacrée confusion. Aujourd'hui, notre société compte de nombreuses personnes dans le besoin et d'autres ayant du mal à accéder à leur subjectivité. L'intelligence artificielle arrive. Pour moi, c'est la chair à canon idéale. S'ils ont du temps et qu'on n'a pas besoin d'eux, tu peux les envoyer au front. Oui, et maintenant je vais faire quelque chose de vraiment méchant. Maintenant je dis, si c'est comme ça, alors c'est comme ça. Je ne peux pas sauver le monde, je ne peux pas éclairer tout le monde. J'essaie pourtant. Depuis 20 ans, j'essaie d'apporter une autre attitude dans le monde. Et s'il en reste autant qui tout simplement ne veulent pas, qui n'y arrivent pas, qui restent enfermés dans leur vieux schéma et à qui ça continue de leur être complètement égal que ce monde parte en ruine. Alors oui, c'est comme ça, je ne peux pas changer les autres et je peux, s'il vous plaît, seulement m'occuper de ce que je peux changer. Sinon, c'est une sorte de... C'est une forme d'automutilation. Je ne vais pas dans des endroits où je sais d'avance que c'est inutile, c'est pourquoi je ne participe pas à beaucoup de manifestations. C'est bien gentil de manifester tous les jours ici à Berlin, mais j'aimerais bien savoir ce que ça a permis d'accomplir, à part pouvoir se taper sur la poitrine et dire « j'y étais ». Où est-il écrit que la famille est quelque chose d'horrible, que les enfants sont quelque chose d'horrible ? Ces pauvres types qui traînent en célibataire et qui doivent ensuite s'épanouir comme responsables du genre ou je ne sais quoi. C'est fou tout ça, c'est complètement fou. Pourquoi ne redevenons-nous pas normaux ? Et le plus drôle, c'est que nous deux, ici à Berlin, nous le savons bien. Les groupes concernés, gays, lesbiennes et ainsi de suite, ne veulent même pas de cette idéologisation. Ils l'ont bien expliqué à Schöneberg, où l'islam leur complique la vie. Alors ils votent tout simplement pour l'alternative für Deutschland. Ils ont bien répondu sur un site de rencontre gay à la question « Pour qui votez-vous » La majorité a répondu « Nous votons bien sûr pour l'alternative für Deutschland, parce que c'est le seul parti qui nous libère de toutes ces absurdités idéologiques dont nous ne voulons pas. » Et en même temps, elle empêche aussi l'islam extrême, qui ici nous pendrait aux grues. Ce sont pourtant toutes des réalités, mais à part chez toi et dans d'autres médias alternatifs, on n'entend pas ça. Et c'est pourquoi je suis simplement content, je le dis aussi directement aux spectateurs ici, quand je parcours le pays. Plus personne ne m'identifie avec la Zweites Deutsche Fernsehen alors que cela ne fait que 7 ans. Personne, mais tout le monde dit « Tu es dans les médias alternatifs, dans les podcasts, et nous trouvons ça vraiment génial. » Et là, je dois dire que c'est ce que j'apprécie le plus chez la jeune génération, c'est qu'elle ne se laisse plus manipuler par ces médias d'État qui sont tous financés par des redevances obligatoires. Des redevances obligatoires, ce sont objectivement des redevances obligatoires
qui assure ma retraite. Mais tu n'as plus le droit de prononcer ce mot, c'est ça la dernière trouvaille, c'est nazi. Si tu dis redevance obligatoire, c'est comme si tu disais tu paies pour quelque chose de faux et de manipulateur. Tu n'as plus le droit de dire ça. On n'a plus que des interdictions pour tout. Et plus personne n'ose donner son avis. Plus de 80% des gens disent dans tous les sondages qu'ils n'osent plus exprimer leur opinion. Bien sûr, c'est parce qu'ils sont toujours seuls. C'est pourquoi je ne peux que dire « nous devons nous unir ». Dans toutes les classes, dans les associations, dans les quartiers, il y a partout des gens qui pensent comme moi, si vous voulez. Je le constate partout quand on m'aborde, et je dis toujours « mes chers amis, unissez-vous donc ». Et si soudainement dans un tel conseil de parents d'élèves à l'école, il y a 5 personnes qui pensent ainsi, alors la 6e et la 7e se joignent, parce que tous n'osent pas, nous devons oser à nouveau. Et ce sont les vrais esprits libres, ceux qui ne suivent pas aveuglément, mais qui disent « ce qui compte, c'est l'avenir et non la destruction du présent ». Je soupçonne que Pierre voit un scénario tout à fait différent. Donc, je souhaite que l'Alternative für Deutschland obtienne la majorité absolue dans ce pays lors des prochaines, au plus tard lors des élections législatives suivantes. Et qu'elle puisse vraiment montrer ce qu'elle fait avec ses figures de proue. Madame Storch était ici récemment, je l'ai déjà eu assise là. Oui, je sais, j'ai tout entendu et vu, je suis tout de près. Elle a cherché conseil et soutien idéologique aux États-Unis et je crois que nous allons dériver vers un champ d'expérimentation extrêmement autoritaire. Ce n'est pas parce que l'Alternative für Deutschland est particulièrement méchante, mais parce que dans quelques années, l'Alternative für Deutschland aura des leviers que les gouvernements précédents n'avaient pas. Je pense notamment à l'obligation d'identification aux monnaies numériques, à Palantir et à tout ce qui se prépare, car l'Alternative für Deutschland n'est qu'un petit rouage dans cette machine, il faut prendre du recul. D'Allemagne. Qu'elle fasse 30, 40 ou 50%, cela reste secondaire. Il y a 190 États là-dehors qui participent tous, d'une manière ou d'une autre, à toute cette architecture de sécurité numérique. Et là, l'Alternative für Deutschland doit aussi mettre en œuvre ce qui sera, quelque part, l'ère du temps à l'extérieur. Et bien sûr, tout sera reproché à l'Alternative für Deutschland, qu'elle est en quelque sorte le parti autoritaire. Pourtant, comme tu viens de le décrire correctement, c'est ce qui est actuellement décidé à l'extérieur pour nous. Et c'est cela qui m'inquiète le plus. L'Alternative für Deutschland utilisera alors ses moyens pour poursuivre ses opposants, comme le font actuellement les gauchistes contre la droite, à l'image des États-Unis. Donald Trump finira par réduire au silence ceux qui l'ont attaqué d'une manière ou d'une autre pendant des décennies. Eh bien, c'est en fait une occasion en or pour moi maintenant. Avant d'en arriver là, on peut réagir immédiatement. Pour moi, le grand problème, c'est qu'il n'y aura des élections capables de décider fondamentalement de quelque chose qu'en septembre prochain. Je préférerais qu'on vote maintenant en octobre en Saxe-Anhalt. Un type formidable comme Ulrich Sigmund, qui est là-bas le candidat de l'Alternative für Deutschland au poste de ministre-président. Aujourd'hui, alors que nous sommes assis ensemble, il y a ce sondage sensationnel de 40%. La Union chrétienne-démocrate est tombée à 25%. C'était toujours l'inverse. Cela veut dire que nous voyons qu'un Land qui a aussi un bon candidat explose soudainement. Ce que tu dis est tout à fait juste pour un avenir lointain. Mais tout cela peut être évité, c'est-à-dire que nous soyons manipulés numériquement, que nous devenions des hommes transparents. Je trouve que le pire, c'est la suppression de l'argent liquide. L'argent liquide, c'est la dernière liberté qu'il nous reste. Je ne peux que lancer un appel chaque fois que je paie quelque part. Ça m'est encore arrivé plusieurs fois récemment au restaurant. Et puis le serveur arrive et demande si je paie par carte. Alors je dis bien fort pour tout le restaurant. Seuls les idiots paient par carte. Là, tout le restaurant s'énerve. Tout le monde commence soudainement à discuter de ce sujet, et ensuite il demande même de table en table ce que j'ai voulu dire par là. Et puis je dis, si vous n'avez plus d'argent liquide, alors vous devenez un homme transparent. Moi, je ne veux pas ça. C'est pourquoi, s'il vous plaît, payez en espèces, c'est ce que me dit d'ailleurs chaque banquier, mais chaque banquier me dit aussi que l'argent liquide coûte trop cher, la gestion de l'argent liquide.
Pour des raisons commerciales, nous devons l'abolir, c'est pourquoi je reste très attentif à ce sujet. Je prends juste cet exemple, puis tout ce qui est numérisé, jusqu'à mes données les plus intimes chez le médecin, et ainsi de suite. Cela peut et doit être empêché maintenant. Je ne peux pas dire que l'Alternative für Deutschland aura plus tard un instrument comme celui que Trump a maintenant, et peut-être utiliser ce que les autres font maintenant de manière négative, de façon positive. Non, je me dis qu'on ne doit même pas laisser les choses aller aussi loin. Pourquoi nous en occupons-nous maintenant? Que pourrait-il se passer si l'Allemagne avait aussi un type comme Trump? Peut-être qu'on n'en a même pas besoin si ce minuscule Allemagne, on agit toujours comme si on était le centre du monde. Alors excusez-moi, l'Europe s'est supprimée, l'Allemagne s'est supprimée. Monsieur Trump, il fait un deal au Moyen-Orient en 5 minutes pour que cette crise actuelle soit au moins terminée. Pendant ce temps, Monsieur Vadeful est assis. Je ne sais même pas si quelqu'un sait qui est Monsieur Vadeful. C'est le ministre allemand des Affaires étrangères, il y va encore. Nous avons encore besoin d'une conférence ici, là d'un sommet, ceci, là Trump a déjà tout réglé. Et Monsieur Merz est assis à un événement en Égypte, parmi des plantes en pot. Il faut voir ça, on peut tout voir, il suffit de regarder les médias alternatifs. J'aurais fait de ça le sujet principal au Zweites Deutsche Fernsehen à l'époque. Monsieur Merz, l'Allemagne était autrefois l'un des pays les plus importants du monde, et maintenant elle est reléguée au rang de décoration parmi des plantes en pot, à regarder Trump sauver le monde.